Donc on va prendre cette première session de la journée qui va au fond s'intéresser à d'autres défis qui ont déjà été sous une forme ou sous une autre mentionnés hier. Le premier, c'est celui du vieillissement des populations, des maladies chroniques. On a vu à quel point ça allait impacter l'hôpital du futur. Le deuxième sera sur la néonatologie, on y reviendra, et puis sur tous les aspects d'écologie, de soumission de l'hôpital au changement climatique et un certain nombre d'autres problématiques de cette époque. Donc le premier orateur est le professeur Claude Jandel, qui est chef de service en gériatrie, qui est directeur du pôle de gérontologie du CHU de Montpellier. Et comme on est un peu juste sur le temps, je vais me permettre de lui donner la parole immédiatement. Et merci en tout cas d'avoir accepté de venir nous parler de ce sujet clé dans l'avenir de notre hôpital. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vous parlerai pas de l'IA, même si elle a un rôle majeur pour affronter ces défis qui sont doubles. La transition démographique, d'une part, que vous avez ici illustrée à travers ce diagramme qui vous montre simplement l'évolution très significative de la répartition des âges à travers les différentes strates d'âge, avec une forte prégnance pour les plus de 70 ans. Je ne vais pas insister. La deuxième transition, elle est malheureusement insuffisamment évoquée, la transition épidémiologique des maladies, à savoir la prévalence croissante des maladies chroniques, et en particulier des maladies chroniques incapacitantes, générant de la perte d'autonomie fonctionnelle. Et ça, dès le middle age, très précocement, vous voyez qu'il y a un effet âge tout à fait significatif. Alors, face à ces deux transitions, le modèle hippocratique classique auquel on a tous été moulés, finalement, est de moins en moins performant, a fait place et doit faire place un peu plus encore au modèle fonctionnel, la perte de fonction, laisser place à la fonction et pas seulement à la structure, à la lésion. Et on parle maintenant du modèle de la complexité. Et c'est ce modèle que nous, gériatres, on porte depuis quasiment la genèse de la discipline, qui a justifié d'ailleurs son individualisation, le modèle biomédico-psychosocio-environnemental, qui vise à considérer non pas la personne ou sa ou ses maladies, polypathologies, mais bien la personne dans son environnement, en essayant d'y répondre à la fois sur un plan médical, psychosocial, environnemental. On pourrait définir la complexité, il y a plusieurs modes de définition, je ne vais pas insister. C'est cette réponse plurielle sur un modèle systémique holistique. Alors quand on regarde l'hôpital, l'impact sur l'hôpital. Alors vous voyez ici déjà des données de la TIH 2017-2024, vous voyez une progression de près de 2 millions du nombre de journées d'hospitalisation dans cette période, et cette évolution très significative porte sur des hospitalisations dont une part est liée à la variable démographique, c'est ce qui est en bleu, et l'autre partie, la variable recours à l'hôpital. Alors je vais maintenant développer cette segmentation, et vous voyez que ce qui explique majoritairement l'augmentation du nombre d'hospitalisations, qu'il s'agisse de la variable recours ou démographie, c'est essentiellement la strate des plus de 70 ans. Vous avez ici l'évolution à droite pour les femmes, à gauche pour les hommes, entre ces deux périodes 2017-2024. Vous voyez donc une progression très significative du nombre de personnes plus de 70 ans hospitalisées. Et quand on analyse effectivement les deux variables explicatives, c'est-à-dire la variable démographique et la variable recours, vous voyez que c'est la variable démographique à gauche là, qui est la plus significative, mais la variable recours l'est également. Donc on a les deux explications majoritaires de l'augmentation du nombre d'hospitalisations. C'est à la fois
l'augmentation, la massification des plus de 70 ans et le recours, c'est-à-dire le fait que cette population est plus encline à être hospitalo-requérante en regard de ses profils médicaux centrés sur la polypathologie et la décompensation d'organes, les défaillances multiorganiques en particulier. Quand on compare les deux tranches d'âge, 60-74 à droite et 75 ans et plus à gauche, en rouge, vous voyez que ce qui différencie aussi ces deux populations, c'est d'une part le fait qu'il y a un recours plus élevé, je le disais, mais surtout une part des hospitalisations en urgence majoritaire, plus élevée dans les tranches d'âge élevées, et une durée de séjour qui est également plus élevée en moyenne, une moyenne 12 jours versus 6 jours, avec des grandes disparités, on va le voir. Vous voyez que la durée moyenne de séjour en MCO augmente très significativement à partir de 60 et plus fortement après 70 ans dans les deux sexes, mais avec une disparité des dispersions des durées de séjour, avec des séjours très courts, mais des séjours très longs également, qui sont liés à la fois à la polypathologie, donc qui justifie ces séjours longs, mais surtout au problème d'aval, donc la fluidité des parcours. Quand on analyse plus spécifiquement les 6 CMD, catégorie majeure diagnostique, qui expliquent cette augmentation de la durée de séjour, ce sont celles qui génèrent de l'incapacité, c'est-à-dire celles pour lesquelles on va créer de la perte d'autonomie fonctionnelle. Vous les avez ici. Alors, on a le grand champ des maladies du système nerveux central, mais aussi de l'appareil respiratoire et circulatoire, la traumato, la chirurgie et les troubles mentaux. Je n'ai pas le temps de développer. Quand on segmente maintenant en fonction des CMD, vous voyez que comparativement en pointillés sont les hospitalisations hors ces CMD-là, versus en très plein les durées de séjour dès lors qu'on est porteur d'une de ces 6 CMD. Vous voyez clairement se distinguer les durées de séjour en fonction de ces CMD, mais un peu plus tard, donc après 85 ans, ça a tendance à se rejoindre. Alors là, c'est la variable sociale qui est une part d'explication à cette tendance au fait que ces deux courbes se rejoignent. Ensuite, on a clairement des marqueurs qui démontrent que la population âgée se caractérise aussi par des CMA, c'est-à-dire des complications et morbidités associées plus importantes, liées à la polypathologie. Donc le PMSI, à ce titre-là, illustre bien et est un bon instrument, finalement. Et vous voyez qu'après 70 ans, et à fortiori après 80 ans, la prévalence des séjours avec CMA est très forte, ce qui explique d'ailleurs que les niveaux de sévérité 1, 2, 3, 4, on a dans les populations âgées hospitalisées, alors plus en gériatrie encore que dans les autres unités de soins, des sévérités 2, 3, voire 4, mais très peu de sévérité 1. Alors, pour résumer, aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'agir sur les ruptures du parcours. Alors, en amont de l'hôpital, c'est l'entrée à l'hôpital, déjà, donc éviter un certain nombre d'hospitalisations, je vais y revenir. Dans l'hôpital, c'est la friction entre les unités, c'est-à-dire comment passer du M vers le C ou le C vers le M, je ne parlerai pas du haut, bien évidemment, vers le SMR, le soin médical de réadaptation qui a pris la place du SSR. Et donc, il y a des frictions. Et puis, une fois qu'on est en fin de séjour, c'est comment on sort d'hôpital et surtout comment on évite d'y revenir précocement. Vous avez ici des marqueurs qui sont le taux de hospitalisation dans le mois qui suit. Et vous voyez que, et ça c'est des données françaises et internationales, c'est clair, il y a à peu près 16%, un peu plus de 16% de hospitalisation dans le mois qui suit, en médecine, un peu moins en chirurgie. Donc ça traduit à la fois la lourdeur des pathologies, donc il y a des hospitalisations qui sont justifiées, mais il y en a une grande part qui pourrait être évitée parce qu'on ne prépare pas suffisamment bien le retour dans le milieu de vie antérieur, l'orientation post-hospitalière. On a identifié 4 éléments qui sont des éléments en bas, qui sont des facteurs d'hospitalisation potentiellement évitables, sur lesquels on agit assez peu, en tout cas insuffisamment de manière efficiente. C'est tout ce qui a trait à la iatrogénie médicamenteuse, qui est une cause d'hospitalisation très significative. Vous avez ici le taux d'hospitalisation aux urgences
Et vous voyez que 20%, voire 25% après 85 ans d'hospitalisation sont la conséquence d'une iatrogénie médicamenteuse à domicile. Donc ça, c'est tout à fait évitable. La dénutrition et ses conséquences, infectieuses en particulier, dépression et les chutes. Je n'ai pas le temps de développer dans le temps qui m'est donné. Quand on regarde maintenant l'accès à l'hôpital, vous avez à peu près 14 millions d'hospitalisations directes sur les 17 millions de séjours et 3 millions qui font le pendant, donc 3 millions d'hospitalisations via les urgences. Quand on analyse ces 3 millions d'hospitalisations via les urgences, vous avez ici deux tranches d'âge en fait, qui se répartissent ces 3 millions, et c'est essentiellement les plus de 71 ans. Donc on est en face là d'un problème qui est ce que j'appelle les hospitalisations non programmables, et non programmables et non pas non programmées. Non programmables au sens où on ne peut pas les programmer, tout simplement parce que les motifs d'hospitalisation sont des motifs imprévisibles liés à des décompensations d'organes, insuffisance cardiaque, rénale, respiratoire, des chutes, l'accidentologie, enfin tout phénomène qui n'est pas facilement perceptible et vis-à-vis duquel on ne peut pas forcément anticiper, on pourrait certainement faire mieux. Et donc toutes ces situations tout à fait imprévisibles génèrent des hospitalisations au programme. Donc, on n'attend pas la personne, finalement, et donc elle passe par les urgences, trop souvent. Et d'ailleurs, c'est démontré ici. Vous voyez, le recours aux urgences augmente en fonction de l'âge, et les passages en UHTCD également. C'est-à-dire, on a segmenté, finalement, le séjour en plusieurs... on a morcelé le séjour. Pourtant, en 2006, le décret relatif à la médecine d'urgence mettait déjà en évidence le fait qu'il fallait développer les accès directs en évitant le passage aux urgences. Ça a été rappelé dans la mesure 5 du pacte de refondation des urgences en 2019. Vous savez qu'aujourd'hui, on fait en sorte d'éviter ce passage par les urgences. Il y a une amélioration, mais la démographie, le nombre de personnes éligibles, vous l'avez vu, dépasse plus vite que l'efficience même de nos réponses. Alors, ce n'est pas sans conséquence parce que, je vais l'évoquer maintenant, l'hôpital crée de la dépendance. Alors, ici, vous avez l'augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes, c'est-à-dire incapables d'assurer les actes de la vie quotidienne. Vous voyez qu'à partir de 2030, tenez-vous bien, on va passer d'une augmentation des plus de 85 ans, qui est actuellement de 15 000 par an, à plus 150 000 par an. Donc il va y avoir un décuplement du nombre des personnes de plus de 85 ans, je ne parle pas à l'hôpital, je parle de la population générale. Évidemment, dans cette population des plus de 85 ans, il va y avoir tous ceux qui ont des polypathologies et des risques de dépendance. Ça explique, vous voyez, cette augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes. Et ça, c'est un choc auquel il faut se préparer. 2030, c'est demain. Quand on regarde les séjours hospitaliers, je l'ai déjà dit, le taux d'hospitalisation multiple, c'est-à-dire le passage MC, SMR, hospitalisation de jour, HAD, etc., augmente avec l'âge. C'est-à-dire que le recours aux différents segments d'activité de l'hôpital va être plus souvent le fait de patients âgés. C'est ce que veut montrer ce schéma. Et on retrouve un peu la même information à droite. Alors, en 2002 et 2007, les gériatres ont créé ce qu'on appelle les filières gériatriques. Ces filières gériatriques, qui sont l'objet d'une circulaire en cours de révision, visent à faire en sorte que le parcours dans l'hôpital soit le plus fluide. Alors, c'est la raison pour laquelle ce qu'on appelle filière, c'est l'adjonction d'une activité ambulatoire, consultation hôpital de jour, d'un court séjour, d'un SMR gériatrique au sens de la réforme du SMR et de soins de longue durée. À cela s'ajoute l'intervention des unités mobiles de gériatrie qui sont censées aller délivrer de l'expertise auprès des services de médecine et de chirurgie et également auprès des urgences. Et puis, aujourd'hui, elles sortent de l'hôpital pour aller au domicile, mais surtout dans les établissements médico-sociaux. On a établi 8 recommandations pour essayer de répondre à ces enjeux. Alors, je ne vais pas les évoquer en détail, je n'ai pas le temps. Je voudrais insister sur 2 ou 3 d'entre elles. D'abord, optimiser l'accueil des personnes au moment de l'accueil aux urgences, éviter les urgences, je l'ai dit. Donc là, pour cela, on a
on a des façons de procéder qui sont des algorithmes qui utilisent des outils comme le TRST, qui sont des tests d'évaluation très simples, qui permettent d'orienter au mieux la personne plutôt vers la gériatrie ou plutôt vers un service de spécialité en fonction de son état multimorbidité. Je n'ai pas le temps de développer. Ensuite, repérer les patients en risque de périodontomie dans l'ensemble des services hospitaliers, parce que l'hôpital accueille des patients âgés dans tous les services, hormis bien sûr la pédiatrie et l'obstétrique. Donc ça, c'est un fait, vous l'avez vu. Donc il faut acculturer les services à cette dimension-là, je vais y revenir. Faciliter l'accès des patients âgés fragiles ou polypathologiques ou plateau-techniques, parce que trop souvent, ce sont eux qui attendent, alors qu'ils n'ont... L'urgence, c'est de faire un diagnostic, si vous voulez. Si on veut réduire la durée de séjour, la perte de chance est plus élevée, et le temps qui passe à recourir à l'examen pour faire des diagnostics, c'est du temps qui fait mal. La réserve fonctionnelle de ces personnes est moindre, et ils ne peuvent pas attendre aussi longtemps que d'autres. C'est dommage de parler comme ça, mais il faut des plateaux dédiés aux non programmables, et éviter de confondre le programmable et le non programmable. Il est dommage que les non programmés passent après les programmés, si vous voulez. Ce n'est pas très logique. Favoriser le regroupement de certaines compétences au sein de plateformes dédiées. Il y a des pathologies qui justifient de regrouper les compétences. Je pense aux troubles vésico-sphinctériens. Enfin, il y a un certain nombre de pathologies pour lesquelles il faut mettre en unité de lieu l'ensemble des prestations et des expertises et éviter aux personnes, aux patients, de faire le parcours difficile entre les différentes spécialités. Je voudrais mettre l'accent sur la promotion de l'interdisciplinarité dans le cadre des innovations organisationnelles, je vais en dire un mot, et puis sur la prévention de la dépendance nosocomiale. Alors, je passe là-dessus, ça c'est l'outil TRST qui, vous voyez, permet très rapidement de sélectionner à l'entrée ceux qui relèvent plutôt de la gériatrie et les autres. Alors, les dispositifs qui ont vu le jour au fil du temps et qui ont apporté une contribution très significative et qui continuent à se développer sont dans l'ordre d'apparition, j'allais dire, chronologique. C'est d'une part les unités mobiles de gériatrie qui ont vocation à délivrer de l'expertise gériatrique à la demande dans les unités de soins. Alors, ça a commencé par la cardiologie, la neurologie, enfin, je ne vais pas énumérer. Donc, c'est des équipes qui sont mises à disposition des autres unités de soins. En 2012, on a créé les unités de coordination oncogériatrique. Ça, c'était un grand pas, parce que ça a permis d'affiner la prise de décision préthérapeutique dans le cancer. Je rappelle que la moitié des cancers se viennent chez des plus de 60 ans. Et avant les UCOG, eh bien, on avait tendance par fatalisme, à ne pas faire bénéficier les plus âgés des mêmes protocoles parce qu'ils étaient âgés. Alors ça, c'est un très mauvais paramètre. S'il y a bien une chose qu'il faut oublier, c'est l'âge. Et donc là, on applique des échelles qui permettent de classer les personnes non pas par l'âge, mais en robustes, fragiles ou dépendants. C'est pour faire très simple. Alors, les fragiles et les robustes n'ont pas de raison de ne pas bénéficier des mêmes traitements que les plus jeunes, si vous voulez. Les dépendants, là, on aura bien sûr des approches différentes. 2018, c'est les unités orthogériatriques qui ont consisté à créer, soit dans le service d'orthopédie, soit près de la gériatrie, des unités qui accueillent les personnes après chirurgie, dans les 2-3 jours, pour poursuivre finalement les soins, mais en dehors de la chirurgie, et surtout traiter des morbidités associées. Parce qu'il est rare qu'un patient qui a une fracture du col du fémur n'ait pas une insuffisance cardiaque, un diabète, un Parkinson. Ce n'est pas le rôle du chirurgien, clairement. Donc, ces unités orthogériatriques, elles se développent, elles ont montré que la durée de séjour est réduite pour ces patients, l'orientation post-chirurgicale et post-SMR est plus efficiente, le déclin fonctionnel est moindre, et la survie est meilleure. Donc on montre par simplement ces unités qu'il y a un gain clair à créer cet interfaçage entre la chirurgie et la gériatrie. Les UPOC, qui sont des unités périopératoires gériatriques, s'inspirent un peu de ce modèle. Donc le principe, là, c'est de suivre la personne après son intervention.
Et puis, on développe la cardiogériatrie, la gérontopsychiatrie, ce n'est pas exhaustif, mais voilà. Le but, c'est ça, c'est d'acculturer à la fois les spécialités non gériatriques et puis d'apporter une contribution par l'expertise gériatrique. Le deuxième sujet majeur, c'est la prévention de la dépendance iatrogène ou nosocomiale. C'est quoi? Eh bien, c'est le fait qu'on est hospitalisé pour une raison, on traite la raison pour laquelle on est hospitalisé, mais quand on sort d'hôpital, on a perdu de l'autonomie, c'est-à-dire on est moins fonctionnel qu'à l'entrée. C'est ça la définition. Ça augmente la durée de séjour, ça accroît le recours aux services post-hospitaliers et ça crée un risque accru d'entrée en établissements médico-sociaux. Vous voyez quelques chiffres ici qui doivent nous inspirer. L'incidence, c'est 30 à 60% après 70 ans. Le risque de développer des incapacités lors d'une hospitalisation est multiplié par 60. C'est des études différentes, là. Le risque de devenir dépendant pour la toilette est 25 fois plus élevé après une hospitalisation chez les plus de 110 ans, etc. etc. Donc c'est ça la dépendance nosocomiale. Donc il est majeur de prendre en compte cette dimension-là. Je vous donne cet exemple-là d'une étude qui s'est intéressée à la composition corporelle en fonction de la durée de séjour. Et clairement, je n'ai pas besoin de vous apprendre qu'on se sarcopénise en étant hospitalisé longtemps. On perd du muscle. Donc on est guéri de l'infection, mais on est moins bien sur le plan fonctionnel. Donc les Canadiens avaient vu ça il y a très longtemps. Ils ont mis en place l'approche adaptée des soins et services à personnel en milieu hospitalier. Nous, on a mis un peu de temps, mais on a quand même élaboré ce référentiel HS en 2017. Et je vous conseille d'en prendre connaissance parce que c'est clairement un levier qui n'est pas encore suffisamment développé. Alors, je n'ai pas le temps moi-même de le développer. Ça répond à des algorithmes. Il y a 6 dimensions, 6 causes de déclin fonctionnel pendant l'hospitalisation. C'est le syndrome d'immobilisation, on laisse trop longtemps les personnes alitées, les chutes, la confusion, l'incontinence, iatrogène, j'entends, la dénutrition et les effets indésirables aux médicaments. Donc c'est autant de registres qui ont des réponses. Donc là, il faut former les soignants. Ça relève des cadres de santé en particulier. Voilà, pour conclure, on va rester dans le temps. L'hôpital du futur idéal pour la personne âgée, c'est l'hôpital où elle ne va pas. Tout le monde est d'accord. Donc il faut agir sur tous les facteurs évitables, j'en ai parlé tout à l'heure. Si elle y va, c'est l'hôpital où elle ne reste pas. Donc il faut qu'elle reste très peu de temps. Donc il faut préparer la sortie, anticiper. Dès la 48e heure, on est capable de faire un pronostic. On attend trop longtemps. Et plus on attend, plus le séjour se perdure et plus le risque nosocomial augmente. Si elle y reste, c'est l'hôpital qui sait prendre en compte ses besoins les plus spécifiques. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie.